Rebonjour donc, sur quelles initiatives établir des réponses logistiques durables. Je ne vais pas vous refaire le pitch de tout à l'heure. COP 21, objectif CO2, fret 21, économie circulaire, halte au gâchis de tout, gâchis des produits, produits alimentaires, gâchis de l'énergie, gâchis de CO2. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Comment améliorer, comment faire de la logistique avec ces injonctions qui réglementairement ne cessent de devenir plus importante année après année? Pour en discuter, Michel Corso, directeur de projet logistique Europe au groupe Bell, il est tout là-bas, pour le groupe Bell, pardon. Philippe Mangeard, juste à ma gauche, président de European Tecablue Agency. Yann Tréméac, à sa gauche, chef de service adjoint transport et mobilité à l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et Frédéric Robert, responsable environnement de la supply chain au groupe Renault et surtout ici en qualité de président de la commission environnement de l'AUTF. Yann Tréméac, l'ADEME et le CO2, c'est une longue histoire d'amour, un peu comme moi, notre émission sur Inter, CO2 mon amour, comme qui me l'a fait remarquer. C'est vous qui m'avez fait remarquer. Voilà, je ne suis pas un CO2 addict, mais ça parle, CO2. Donc l'ADEME et le CO2... Pourquoi le CO2? Parce que c'est le seul indicateur, c'est l'indicateur majoritaire en matière de changement climatique. Allez-y. Bonjour à tous. C'est pas que le CO2. L'ADEME, on travaille sur différents sujets. D'ailleurs, je vais rappeler rapidement un petit peu les missions de l'ADEME. Comment se positionne justement l'ADEME sur le secteur du transport et de la logistique. Déjà, l'ADEME, c'est... Ça va arriver. La présentation est en route. Oui, elle y est. C'est bon. Vous avez le machin à côté. Voilà, ici. Ah. Super. Donc déjà, l'ADEME, c'est évaluer des solutions. C'est établir un avis, alors que ce soit un avis sur des technologies, des comportements, des organisations, l'organisation des transports. Ensuite, il y aura beaucoup de sensibilisation et d'accompagnement des acteurs qui sont concernés. Accompagner les acteurs pour permettre d'améliorer l'efficacité énergétique et environnementale du transport, donc pas essentiellement le CO2. Derrière, on intervient aussi sur le financement d'innovation, de projets d'innovation. Je vais un petit peu revenir dessus juste après pour vous détailler un petit peu quels sont les types de projets sur lesquels l'ADEME peut aider. Et enfin, on intervient sur le développement de démarches et d'outils pour les mettre en œuvre. Ce qui est en tout cas important de bien avoir à l'esprit quand on a en tête les missions de l'ADEME, c'est qu'on essaye toujours de co-construire les démarches, les outils qu'on a avec les acteurs concernés. Alors les acteurs, c'est aussi bien les transporteurs, qu'ils soient routiers, ferroviaires, maritimes, fluviales, les commissionnaires, il ne faut surtout pas les oublier, les chargeurs, les collectivités, les autorités organisatrices de transport, et aussi les industriels du secteur. Pour qu'on fixe les choses, le transport, tout transport confondu, de la voiture au bateau, c'est quelle part des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et en France? On estime que ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre, de manière générale. Au global, le transport représente 27% des émissions de GES. Voilà. 27%. Le transport de marchandises spécifiques représente 10%. 10% et 27% pour tout transport confondu. Pour l'ensemble du transport. Très bien. Alors, juste pour revenir rapidement sur quel est le rôle de l'ADEME, notamment au travers de l'innovation. Après, je reviendrai sur différents dispositifs sur lesquels on travaille, qui sont connus, j'espère, par la majeure partie d'entre vous. Donc, c'est déjà un système d'aide, ADEME. On va donner des financements pour des opérations exemplaires, des démonstrateurs. On va lancer des appels à projets spécifiques. Et, alors là, je voudrais faire un petit peu la publicité. L'ADEME est opérateur du programme des investissements d'avenir, programme Véhicules du futur. Et on a lancé un appel à projets spécifique logistique et intermodalité dédiée au secteur. Donc voilà, un petit appel pour appeler l'ensemble des acteurs qui voudraient déposer des dossiers à le faire, puisque le dispositif existe. Alors, bon, on travaille aussi sur le sujet du gaz. Je ne pouvais pas aujourd'hui venir à cette tribune sans parler du gaz. On sent qu'il y a un réel développement du gaz sur les dernières années, un parc qui grandit. On sait que le gaz est une alternative crédible. Vous parliez de CO2, d'émissions de polluants. Donc le gaz est une alternative crédible au diesel pour les véhicules lourds. Pas de particules, peu de NOx.
Et on est aussi dans un cadre de diversification énergétique. Et pour le coup, le biogaz est vraiment un enjeu majeur pour le développement du futur. Encore un sigle, biogaz, c'est du gaz fait à partir de méthanisation Exactement, de biomasse. de biomasse. Exactement. Alors on en parle demain, il y aura 2 débats, un sur le maritime, un autre sur les camions, sur ce sujet. Alors, dans ce cadre-là notamment, juste encore pour parler du rôle de l'ADEME vis-à-vis du gaz, on a lancé deux dispositifs, hein, un projet qui vise à aider les acteurs à penser le gaz dans leurs organisations, à étudier le potentiel, quantifier les impacts, construire des modèles économiques, hein, on va parler de TCO, on va parler de choses comme ça, pour expliquer aux acteurs que finalement il y a un réel potentiel à utiliser du gaz. Et on a aussi lancé en Rhône-Alpes un dispositif spécifique pour aider à l'investissement dans des nouvelles flottes de camions, des flottes de camions donc propres, basées sur du gaz. Alors, ça c'est un sujet. Un autre sujet, dont je suis assez fier aussi de vous parler, un nouveau dispositif sur lequel on travaille, Fret 21, donc un dispositif concret, là encore en co-construction avec l'AUTF, hein, l'association des utilisateurs de transport de fret, qui représente les chargeurs en France hein, finalement, qui a pour but, avec le soutien du ministère de l'Environnement, et qui a pour but de solliciter les chargeurs à s'engager dans une réduction volontaire de leurs émissions de GES. Hein, on ne parle même plus de CO2. Bon, on est bien sur les émissions en revanche. Ce que je peux dire là-dessus très rapidement, puisque mon co-présentateur en parlera un petit peu plus longuement, c'est un cadre structurant et transparent, qui se veut transparent, une méthodologie pragmatique, opérationnelle. Donc il y a 4 axes hein, d'actions à mener par les chargeurs pour s'améliorer, qui concernent le remplissage des moyens de transport, les distances, hein, typiquement par exemple, on va parler de localisation des usines, ou de moyens de transport, ou en fin d'achat. D'ailleurs, je vous enjoins, il y a un atelier Fret 21, je fais un peu la pub aussi, hein, le 23 mars, c'est-à-dire demain, à 14h30, qui présentera un premier retour d'expérience d'acteurs du secteur, de chargeurs. Donc voilà, j'enjoins tout le monde à y participer. Un autre dispositif sur lequel aussi on travaille, là, j'allais l'oublier. Ça, c'était le 21 mai 2015, c'est ça? Un moment important d'officialisation finalement du lancement de ce nouveau dispositif en présence notamment de la ministre Madame Ségolène Royal, de mon président Bruno Legevin et du président de l'AUTF et des primo-expérimentateurs. Qui sont je ne les ai plus tous en tête, mais je crois que... Frédéric Robert va nous le dire. Frédéric vous le dira. Voilà, très rapidement. Alors ensuite, un autre dispositif sur lequel encore là on travaille avec l'État, le cadre national pour les chartes pour la logistique urbaine. L'idée c'est d'accompagner les collectivités et les acteurs concernés qui souhaitent s'engager dans des chartes de logistique urbaine durable. Donc là c'est un dispositif sur lequel on travaille. Quand on dit on travaille, c'est-à-dire qu'on met en œuvre, on crée une boîte à outils à disposition de ces acteurs-là avec des méthodes, un argumentaire pour les collectivités, un bilan de leur situation et bien sûr des fiches actions. Typiquement, par exemple, comment réaliser un diagnostic marchandise, comment élaborer une charte locale. Donc alors attendez, vous proposez un audit. Comment vous faites? Vous allez dans les entreprises, vous faites leur bilan carbone, ou c'est elles qui sont chargées de le faire, vous les aidez à le faire? Non, c'est-à-dire que ça va être un bilan plus global, vraiment, sur la situation d'une collectivité vis-à-vis de la logistique urbaine. Enfin, en général, à la fois les collectivités, alors logistique urbaine, et pour les chargeurs et pour les transporteurs. Donc, vous proposez des outils pour qu'ils puissent faire leurs audits, ou c'est vous-même qui les réalisez? Comment ça se passe? Alors, ça va dépendre du type des démarches dont on parle et de leur maturité. Et on va souvent se reposer, comme je vais vous le montrer ensuite très rapidement, sur des relais qui vont nous aider typiquement à mettre en œuvre ces différentes démarches. Par exemple, une démarche sur laquelle on a des relais, c'est Objectif CO2. Oui. Objectif CO2, c'est une charte d'engagement volontaire hein, signée par des transporteurs routiers. Qui existe depuis 10 ans? Non. Depuis 2008, ouais, tout à fait, a été mis en œuvre depuis 2008. Donc là, des transporteurs routiers vont s'engager à mettre en œuvre un plan d'action qu'ils vont personnaliser. Et nous, on met quoi à disposition? Des outils d'accompagnement, des outils de mesure, des outils de suivi, un site internet, typiquement, qui présente ces moyens, justement, de s'engager. Alors, est-ce que c'est adossé à un objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Exactement. Qui est de combien? Enfin, chaque entreprise va s'engager, finalement, sur un objectif à tenir au bout de 3 ans. Okay. Voilà. Qu'elle pourra d'ailleurs renouveler. Une signature qu'elle va pouvoir renouveler au bout de 3 ans, quand elle aura atteint, finalement, son objectif. Juste en termes de bilan, pour donner un ordre d'idée, hein, la charte objectif, c'est... clairement, on estime quelque chose de structurant pour les entreprises, et c'est plus que ça, c'est aussi un outil de pilotage interne. Finalement, quand les entreprises rentrent dans la charte, elles s'approprient ce dispositif et vont, par exemple, moi j'ai eu l'écho
Donc une action, c'est l'éco-conduite, hein, typiquement. Et donc des entreprises vont par exemple mettre en œuvre des challenges. Attendez, éco-conduite, on forme à nouveau les chauffeurs pour qu'en gros, ils anticipent un peu mieux leur freinage pour qu'ils consomment moins, si je résume. Exactement, on va dire ça, exactement. Parce que c'est aussi ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ça induit aussi finalement une diminution de la consommation de carburant, qui est quand même le poste important. Donc finalement, ces dispositifs, ils vont aussi dans le sens de l'amélioration de la compétitivité de ces acteurs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils se les approprient et rentrent dedans. Et juste, on parlait des relais de l'ADEME, comment c'est mis en œuvre. Typiquement, objectif CO2, c'est un réseau de chargés de mission en région. Donc là, les directions régionales de l'ADEME, mais surtout l'AFT, qui joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de ce dispositif, et qui continue de jouer un rôle crucial, et qui continuera de jouer un rôle crucial. Bien sûr, une forte mobilisation du ministère, on construit encore avec le ministère, et bien sûr avec les organisations professionnelles du secteur. On n'aurait pas construit ce dispositif sans les organisations professionnelles du secteur, que ce soit TLF, UNOSTRA, OTRE ou la FNTR. Et je n'oublie pas la FNTV, même si on est sur un salon logistique, la FNTV, pour le transport de voyageurs. Vous parlez de renouvellement. Quel est le taux de renouvellement? Il est bon? Vous en êtes content? J'avoue que je ne l'ai plus en tête. Je ne l'ai pas en tête. Mais ouais, je crois qu'en règle générale, là encore, ça va dépendre finalement de la maturité d'une entreprise. Il y a des entreprises qui ont déjà mis en œuvre finalement, avant de rentrer dans l'objectif CO2, des démarches pour s'améliorer, et qui ont pu tant que ça finalement améliorer. Et 3 ans leur suffit pour s'améliorer. Et peuvent rentrer derrière dans un autre dispositif dont je vais vous parler, qui va être plus le label. Mais avant ça, avant de vous parler du label, juste pour revenir un petit peu sur ce que nous a apporté la charte. La charte, c'est quand même à peu près 1070 entreprises de transport routier qui sont signataires de la charte. Ça représente un peu plus de 100 000 véhicules. 100 000 véhicules, c'est 20% de la flotte française. C'est loin d'être négligeable. Et c'est à peu près 1 million de tonnes de CO2 évitées. Voilà ce que ça induit. Voilà. Alors, et j'y viens, donc, le label. Le label. Le label. Donc une fois que les entreprises... Alors le label, vous le donnez à la fin ou au début? Vous le donnez une fois que vous avez constaté que, ou vous le donnez au début, une fois que les engagements ont été signés? Donc c'est du déclaratif ou c'est du mesuré? Vous faites confiance? Alors en fait, autant charte objectif CO2, c'est une démarche de progrès, c'est une démarche volontaire, c'est basé sur de l'autodéclaration des entreprises de transport routier, autant le label, on est plus dans la reconnaissance d'un niveau de performance, et là ça va reposer sur une approche un petit peu différente, avec tout un processus de labellisation qui va mettre en œuvre des audits. Donc avec des auditeurs habilités, indépendants, qui vont venir dans les entreprises pour valider que finalement les données qui sont fournies par les entreprises sont correctes. Et derrière, on calculera si oui ou non elles atteignent ce seuil de performance. D'ailleurs, et je pense que j'ai quasiment fini. Oui. Sinon, Juste pour vous dire, acheminer vers la fin gentiment. J'y viens. On a mis en œuvre sur la dernière année, en tout cas juste avant de finir, ce que je voulais dire, c'est que le label, c'est un moyen d'apporter une meilleure visibilité aux entreprises du transport pour leur performance environnementale. On attend effectivement que les chargeurs aussi, quelque part, s'approprient ça, c'est-à-dire travaillent avec des entreprises labellisées. Et juste donc, pour finir une bonne fois pour toutes cette fois-ci, voilà, le label, c'est 14 entreprises qui ont été, premières entreprises qui ont été labellisées, on les voit à l'écran, des entreprises de tout type, des grands groupes, des PME, des TPE et de tout secteur d'activité, aussi bien des grands routiers que des entreprises qui travaillent avec des VUL sur le domaine de la logistique urbaine. Voilà, je vous remercie. Merci. L'équipe de Nordéon France s'est assise derrière moi et mon cadre, et j'en suis heureux. C'est pour l'atelier qui est juste après. Frédéric Robert, vous représentez la UTF. L'objectif CO2, c'est... Je vais me faire l'avocat du diable, ça va être une vraie valeur pour vous, chargeur, un transporteur qui a le logo ADEME. C'est un transporteur en qui vous faites plus confiance? Bonjour à tous. Donc, je vais faire quand même un petit mot sur l'AUTF pour présenter l'AUTF. Organisation de chargeurs, de donneurs d'ordre de transport. Il y a 170 entreprises qui adhèrent, des fédérations professionnelles et des fédérations régionales, avec donc différentes thématiques de transport qui sont abordées. Et spécifiquement sur l'environnement, ça fait quelques années déjà qu'au sein de cette commission environnement que j'anime, on se préoccupe de la question avec les différents sujets, taxe carbone, taxe poids lourd, l'affichage CO2 et puis plus dernièrement Fred 21.
Alors, les 10 entreprises, si je peux prendre la main sur... Voilà. Voilà. Ouais, c'est peut-être un peu bloqué. En tous les cas, donc, cet engagement qui a été copiloté par... Il n'y a pas de slide après. D'accord. Ah, voilà. La zapette est là, il faut appuyer sur le bouton vert. Voilà la réponse pour les 10 entreprises adhérentes, les 10 primo-signataires. C'est-à-dire les 10 entreprises qui ont signé un peu en tant que pilote en 2015, dont le groupe Renault, auquel j'appartiens, mais également les autres entreprises qui font partie donc, des secteurs de la chimie, de l'industrie et de l'agroalimentaire. Alors moi, je vais plus axer mon propos sur les bénéfices pour les entreprises d'adhérer à cette initiative. Déjà, donc Yann l'a rappelé, au nom de l'ADEME, le poids des émissions de gaz à effet de serre dans le transport, 10% pour le poids lourd, en France en tous les cas, c'est un secteur qui augmente ses émissions, même s'il y a un retour de tendance depuis quelques années, pas uniquement, je crois, dû à la crise économique, mais tout de même, c'est un point important. Alors tout de suite, les avantages. Très clairement, le premier avantage, c'est de valoriser les actions qui sont déjà entreprises dans nos compagnies. Alors pour la valorisation, il y a déjà un site internet, voilà, sur lequel vous pouvez voir une des pages qui valorise l'ensemble des actions qui ont été mises en place par les différentes entreprises. Donc d'abord les 10 premières entreprises pilotes et puis les suivantes qui vont y adhérer. En parlant des actions, des initiatives, mais également du résultat en termes d'émissions, de gains d'émissions de gaz à effet de serre. En interne également, c'est un levier de communication interne qui permet très clairement de fédérer les acteurs dans nos entreprises qui s'impliquent sur un sujet parfois difficile, dans le sens où il ne va pas toujours à l'encontre des autres indicateurs de l'entreprise. Et c'est sûr qu'avoir un support externe avec un nom validé par l'ADEME et un poids pour fédérer les énergies en interne qui n'est pas du tout négligeable. Peut-être un petit mot, mais vous l'avez déjà fait, sur l'atelier qui sera un peu plus précis sur le retour d'expérience demain à 14h30 sur Fred 21. Alors le deuxième avantage, c'est identifier de nouvelles actions. Nouvelles actions en partageant les bonnes pratiques. Donc on peut parler d'une sorte de club, un peu comme le club Déméter peut-être, de club d'entreprises qui se réunissent régulièrement. Donc on le fait avec les 10 entreprises au sein de Fred 21 pour échanger sur déjà nos manières de mesurer. Ça a permis d'affiner l'outil de mesure qui a été déployé par l'ADEME, mais de faire un retour d'expérience parce que chacun mesure avec des données physiques qui sont différentes, des tonnes, des palettes, du mètre cube, et donc de permettre à chacun de converger vers un outil de mesure standard. Alors ces bonnes pratiques, est-ce qu'elles peuvent évoluer ensuite? Est-ce qu'elles peuvent être gravées dans le marbre sous forme de fiches d'action? Est-ce que les fiches d'action évoluent avec le temps, du coup? Alors de toute façon, les fiches d'action sont assez larges parce que là vous voyez les 4 familles d'actions, oui. Mais à l'intérieur il y a 40 fiches déjà. Au cours de l'année 2015, on a fait évoluer et rajouter quelques fiches que j'évoquerai un peu par la suite. Donc c'est sûr que c'est un processus évolutif qui profite de l'expérience pour améliorer le dispositif. Mais c'est déjà assez puissant. On retrouve nos petits à travers ces fiches actions, les 4 axes. Je peux citer quelques exemples pour illustrer. Donc l'axe chargement, Placo, qui a mis en place le 44 tonnes sur un certain nombre de flux et qui a très clairement pu diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 790 tonnes sur le périmètre qu'il a mesuré. Mais également Air Product, qui a mis en place, conçu et fait d'ailleurs habilité, homologué en France des semi-remorques allégées, avec 2 tonnes de poids de matériel, en moins qu'un matériel standard. Sur l'axe distance parcouru, Coca-Cola, qui a mis en place délocalisé un site de production au plus près du lieu de consommation, avec un bilan de gaz à effet de serre évité important. Ferrero, qui a mis en place un backhauling, donc en utilisant les tournées avec un distributeur pour optimiser les retours à vide.
Sur les moyens de transport, SCA qui a mis en place un rail-route sur un certain périmètre, donc du report modal, que l'on fait tous dans nos entreprises. Et puis le dernier axe, c'est achat responsable. Achat responsable donc, consiste à discuter avec nos transporteurs pour voir comment les aider à accélérer les leviers dont ils disposent pour optimiser les émissions ou pour faire ce qu'elle a fait Orion Chemical, qui est d'envoyer un questionnaire environnement pour évaluer la maturité de leurs transporteurs. Voilà, donc c'est adaptable aussi pour les PME, PMI, pas uniquement pour les grands groupes. C'est ce qu'a prouvé cette dernière initiative. Vous n'avez rien sur la baisse de la consommation électrique, sur l'éclairage dans les bâtiments logistiques, sur la baisse du gaspillage alimentaire chez les fabricants de produits alimentaires? Alors, pour l'instant, enfin, dans les expériences que j'ai relatées, non. C'est vrai que pour le transport poids lourd, les véhicules électriques ne sont pas encore monnaie courante. Je parlais de l'éclairage dans les bâtiments logistiques. Ah, dans les bâtiments logistiques, non, je me cherche juste une perche pour passer ensuite à l'intervenant suivant, mais si ça n'existe pas, ça n'existe pas. D'accord. Non, par contre, l'axe de Fred 21 cible les transports. Voilà, pas les entrepôts, mais c'est vrai qu'il y a d'autres initiatives qui englobent ces économies. Alors, troisième avantage et dernier avantage, enfin, il y en a d'autres, mais en tous les cas notable, c'est un cadre méthodologique commun. Ce n'est pas un des moindres avantages puisque ça permet d'avoir un seul outil fourni par l'ADEME, donc avec un nom reconnu. Et puis, donc c'est très simple, on fournit en tant que chargeur les données physiques, on le rentre dans la machine et il nous en sort le CO2. Pour une fois, on n'a qu'un seul outil. On étouffe trop souvent avec une diversité d'outils qui viennent de différents horizons européens ou même nationaux. Là, on ne peut pas faire plus simple, mais en même temps très objectif. Voilà, donc prochaine étape. L'outil est formalisé à l'échelle de la France, pas à l'échelle de l'Europe. Disons que nous, on l'utilise, par exemple, chez Renault, à l'échelle européenne élargie. On peut l'utiliser au niveau européen. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite puisque les algorithmes de calcul des émissions portent sur tous les différents modes de transport, quel que soit le pays. On pourra affiner, évidemment, selon les consommations spécifiques à chaque pays. Ce qu'on appelle les facteurs d'émission, c'est bien ça? Voilà. Oui, absolument. La prochaine étape, c'est le déploiement. 2015, on a partagé les standards, on a affiné la méthode, on l'a validée. 2016, démarrage du déploiement. À terme, 1000 entreprises, même objectif que l'objectif CO2 des transporteurs. Mais bon, soyons modestes, pour 2016, la cible est 40 entreprises. Ça démarrera évidemment à son rythme, avec l'idée de partager les pratiques qui ont été mises en place vers le plus grand nombre. Donc c'est un peu une boîte à outils ouverte aux autres intervenants qui souhaitent adhérer. Ça coûte quoi à une entreprise? Le coût? Oui. Le coût est plutôt un gain, puisque sur chacun des axes, on s'aperçoit qu'il y a un gain économique. C'est-à-dire que le fuel représente 30% du coût d'achat d'un transport. Si on réduit, on remplit mieux les camions de 1%, on réduit le nombre de camions de 1% sur les routes, donc ça coûte moins cher. Si on fait l'éco-driving, comme on évoquait, en réduisant, je ne sais pas, de 5% la consommation, un chiffre réaliste, sur quelques années peut-être, mais réaliste tout de même, 5% de 30%. Donc on parle plutôt de gains. Les coûts à la mise en place, oui, les coûts internes de la main-d'œuvre qui est utilisée, l'ingénierie qui est utilisée pour mettre en place ces mesures. Mais au final, je suis persuadé que c'est un gain et c'est un moteur pour les entreprises puisque finalement on arrive à gagner sur le CO2, écologie et économie. Alors merci d'ailleurs me faire cette transition, ça me permet de faire un peu de pub. C'est le label Renault Eco 2 ou Logistique Eco 2 dans le sens où on traque en même temps l'écologie et l'économie. Voilà, donc c'est vraiment notre fer de lance. Merci. Si je passe un petit peu pour illustrer côté Renault, si je parle au nom de la UTF, voilà, Renault s'est impliqué. Pourquoi Renault s'est impliqué? Alors, il y a une stratégie environnementale chez Renault avec les trois enjeux qui sont les ressources naturelles, la santé, le climat. Là, on parle plus de climat. Avec un objectif qui est réduire l'empreinte carbone de nos véhicules, moins de 3% par an à horizon 2016, mais des objectifs qui sont plus larges, de recyclabilité des matières. Donc, on utilise des matières recyclées dans nos véhicules. Voilà, 30% de matières recyclées, 20% de plastique sur le dernier espace. Bon, voilà, il y a une démarche au niveau groupe à laquelle la supply chain a décidé de s'inscrire et de prendre un propre objectif pour la logistique et donc d'adhérer à cette charte Fred 21.
La supply chain chez Renault, c'est 3 millions de voitures transportées chaque année, 33 milliards de kilomètres mètres cubes. C'est un indicateur que l'on mesure. Et on s'est bien retrouvé dans les 4 axes d'action de ce dispositif. Pour le remplissage, eh bien, on a la chance d'avoir des camions complets, donc on maîtrise complètement le remplissage des camions. Et on a diminué en moyenne de 1,5% chaque année le remplissage des camions. Ça fait autant de camions en moins sur la route. Par exemple, sur 2014, 9700 camions en moins sur la route, pas négligeable. 3000 tonnes de CO2. Bon, sur les distances, il y a toujours un effort permanent, difficile mais permanent, de localiser les pièces les plus volumineuses. On s'est mis d'accord avec les achats pour décider quelles sont les pièces qui doivent être localisées, puisque c'est les plus coûteuses et les plus volumineuses en transport. Sur les moyens de transport, le report modal, donc, on a mis en place un certain nombre de trains en Europe, et notamment entre la France et l'Espagne. Depuis 2014, la nouveauté en 2016, c'est que ce train est mixte. On a réussi à fédérer l'ingénierie de transport de véhicules et transport de pièces pour remplir le train, puisque la difficulté d'un transport massifié, c'est quand même d'assurer la rentabilité à long terme. Donc c'était... voilà. Et finalement, pour le dernier axe, ça sera le mot de la fin, sur les achats responsables, on a mis en place un questionnaire auprès de nos transporteurs pour évaluer, faire une sorte de diagnostic énergétique, évaluer leur situation et fixer avec eux un objectif en fonction de leur potentiel. Merci. Autre illustration, autre méthode pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique d'une chaîne logistique, jouer directement sur les entrepôts. J'avais oublié de vous nommer tout à l'heure les représentants de l'entreprise Nordéon, qui était bien prévu, Guillaume Bastien, directeur commercial, et Félix. Alors, j'ai beau être ch'ti, le monde ch'ti, je suis né dans le bassin minier, c'est un bassin quasiment polonais, mais à chaque fois je me trompe, donc je vais faire une erreur, moi qui n'aime pas qu'on écorche mon nom. Félix Varizuk. C'est parfait. Merci. Directeur général de Nordéon France. Vous êtes fabricant de LED ? Oui. En fait, peut-être que je vais expliquer qui est Nordéon, parce que Nordéon n'est pas forcément très connu, mais même si on commence à être connu. Nordéon est né en 2012. C'était à l'époque quelques activités qu'on avait rachetées à un grand groupe que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas y faire de publicité, un grand groupe international. Donc depuis, on a grossi parce qu'on a fait l'acquisition d'un certain nombre de sociétés. Et aujourd'hui, Nordéon pèse environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a un effectif d'environ 1000 personnes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'essentiel de l'activité de Nordéon aujourd'hui, c'est les LED. Parce que en fait, les LED, c'est en quelque sorte pour nous une rupture technologique. C'est-à-dire qu'on passe de ce qu'on appelait le conventionnel avant à quelque chose qui est devenu en fait un business dans l'électronique. Et l'essentiel de nos activités, c'est dans les LED. Je ne sais pas si vous êtes content que le Premier ministre ait inauguré une usine de fabrication chinoise de LED en France. Ça m'a un petit peu étonné, mais d'un autre côté, je suis content de voir qu'on parle de l'éclairage. Parce que l'éclairage permet d'économiser, si on s'éclaire bien, de diviser la facture d'électricité par 2 dans n'importe quelle situation. Chez les consommateurs, chez les ménages normaux, je dirais que c'est même divisé par 5. Mais dans un entrepôt, on divise par 2. Dans la plupart des cas, l'éclairage conventionnel, c'est 20% de la consommation électrique au niveau du monde. En France, c'est un peu différent parce qu'on chauffe beaucoup à l'électricité, donc les ratios sont un peu différents. Mais ça, il faut savoir qu'on peut le diviser par 2 en s'équipant avec des produits LED, en ajoutant à ça qu'on peut aussi digitaliser cette lumière, c'est-à-dire la rendre accessible à des systèmes de management et puis de faire en sorte que ça éclaire au moment où on en a besoin. Alors pour rebondir sur l'actualité, l'entreprise chinoise, son modèle économique, c'est on vous installe les choses et on se récupère sur vos économies d'énergie. C'est un modèle que vous tenez, c'est un modèle qui est tenable ou vous avez un autre modèle pour vos clients ? Non, en fait, nous, on a plusieurs filières, mais disons que c'est vrai qu'on fait des offres. Parce qu'en fait, la France a un gros handicap. Alors, je vais peut-être faire sourire beaucoup de gens, mais c'est que l'électricité en France n'est pas chère par rapport à la moyenne européenne. Donc, pour nous, c'est difficile d'expliquer aux gens qui vont faire des économies en mettant des systèmes d'éclairage qui vont diviser la facture par 2. En France, on a une facture qui est de l'ordre de 8 centimes d'euros le kilowattheure, alors qu'en Allemagne, c'est variable, mais ça va de 12 à 16. Dans les pays du Nord, c'est quelquefois plus. Donc on utilise effectivement des systèmes de financement qui permettent aux gens d'installer des nouveaux produits.
Et en fait, l'idée, c'est que la facture de remboursement, si vous voulez, soit plus cumulée à la nouvelle facture d'électricité, soit inférieure à l'ancienne facture d'électricité. À la suite de la période de 2 ans ou 3 ans, l'installation est propriété du client. D'accord. Comment vous convainquez les clients de passer au LED, notamment dans les bâtiments logistiques, qui ont besoin de préparation de commandes, qui ont besoin d'une forte intensité lumineuse, qui ont besoin de ne pas avoir de zone d'ombre? Est-ce que, en plus, le LED traîne une mauvaise réputation, justifiée ou pas, lumière bleue qui peut abîmer la rétine, qui n'est pas facile pour les yeux, pour le cerveau, qui fatiguerait? Vous faites quoi? Des tests? Vous emmenez vos clients sur des zones tests ou vous faites des tests chez vos clients? Je vais juste l'introduire, puis je vais passer la main au commercial quand même. Mais en fait, la LED a 2 vertus. Trois vertus, je dirais même. La première vertu, c'est que ça consomme beaucoup moins, au minimum 2 fois moins. La deuxième vertu, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'entretien. C'est-à-dire que ce sont des produits qui durent très longtemps. Il faut savoir qu'une lampe conventionnelle qui est utilisée dans une habitation, je dirais normale, c'est une lampe qui dure 1000 heures, 2000 heures. Et les produits à LED, c'est au minimum 50 000 heures, 70 000 heures, quelquefois plus. Ensuite, c'est aussi des produits qui peuvent être digitalisés, donc reliés à des systèmes d'information qui permettent de gérer un entrepôt, une usine, de façon extrêmement facile et conviviale. Donc vraiment, avec ces avantages-là, on arrive à convaincre. Alors, peut-être que l'un des problèmes dans le professionnel, nous on est dans le professionnel, donc le professionnel, c'est ce qui touche les usines, les entrepôts, les supermarchés, les grands ensembles où il y a beaucoup de lumière qui en général est allumée en continu, c'est que bien entendu le taux de remplacement normatif en France est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'on va remplacer les produits 3% des produits par an. Donc c'est pas beaucoup. Donc il faut essayer de pousser les gens, bien entendu, à franchir le pas. Si vous proposez à un industriel un retour sur investissement de 3 ans, en fait il ne fera jamais le saut. Donc il faut arriver d'abord à le convaincre du bien fondé de la démarche, et ensuite à lui proposer éventuellement, s'il le souhaite, un système de financement pour qu'il accepte. Merci. Guillaume Bastien, rapidement. On vous retrouve pour l'atelier spécifique sur le LED à 16h45. Absolument. Voilà. Avec tout ça, ça fait beaucoup d'émissions de CO2. L'ADEME devrait être contente, non, de ce genre de solution. Bon, votre micro a été coupé, personne ne veut que vous parliez. Monsieur. Il a dit oui. Hein. Il a dit oui. Donc l'ADEME a dit oui, c'est une solution. Donc on peut évaluer les baisses d'émissions de CO2 en installant... Ah bien sûr, sur chaque projet on l'évalue, absolument, parce que c'est un calcul très simple et on peut très simplement l'évaluer. Mais vous posiez la question du confort visuel. En fait, ce qui est important avec l'éclairage LED, c'est qu'on procède toujours par phase de test. C'est-à-dire qu'on implante dans une zone test dans un entrepôt, et ce sont les salariés qui sont juges du résultat, du confort visuel, du confort de travail. Et ceci, ça passe nécessairement par une étude Dialux au préalable, et par une phase d'implantation test de produits qu'on laisse entre 15 jours et 1 mois pour que chacun puisse se rendre compte avant de valider définitivement le changement d'un site complet. Juste pour vous montrer une photo de réalisation de deux lignes de rack. Vous avez une ligne de rack avec un éclairage traditionnel et en remplacement un par un et point par point, la même ligne de rack avec de l'éclairage LED. Donc on voit une nette amélioration dans le temps, avec surtout aussi une très très longue durée de vie et un facteur de dépréciation qui est très très faible par rapport à l'éclairage conventionnel. Yann Trémiac souhaitait réagir sur ces photos. Si ça marche. Non, oui, parce que... Non, rapidement, effectivement, vous nous demandiez si l'ADEME... C'est un sujet pour l'ADEME. Alors, c'est pas directement, moi, le sujet que... C'est pas une fiche action, ça. Non. Il y a un service spécifique à l'ADEME qui s'occupe des problématiques d'éclairage. En tout cas, ce que je peux vous dire au niveau notamment des programmes véhicules, c'est qu'on a des projets d'innovation, effectivement, qui réfléchissent aux nouveaux types d'éclairage des véhicules, aux nouveaux moyens pour s'éclairer, avec typiquement d'ailleurs des LED effectivement qui vont dans le sens des économies d'énergie. Donc on travaille aussi effectivement sur ces sujets-là. Vous les garantissez, les économies d'énergie? Vous êtes sûr de vous? Ah oui.
Oui, absolument. C'est un engagement avec l'installateur, nous en tant que fabricants, avec des relevés qui sont très précis, qui sont sur une récupération de données de consommation. Donc on a un vrai engagement en tant que fabricant et l'installateur s'engage également. Vous n'avez jamais de surprise, je vous pose la question aussi à Yann, ce qu'on appelle l'effet rebond. On sait qu'on investit un bâtiment qui va consommer moins, du coup on se met à consommer plus, à éclairer un peu trop, un peu plus souvent qu'avant. Et du coup, l'économie qu'on devait faire, on n'est pas au rendez-vous. Comment vous faites, vous? Non, alors justement, on n'éclaire pas trop parce que les entrepôts sont souvent... le positionnement des luminaires est souvent fait de manière très basique et les études d'éclairement permettent justement d'être extrêmement précis sur le rendu. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'ils font un compteur intelligent? C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, on passe à de nouveaux éclairages, mais on se dote aussi les moyens de le gérer correctement, de le mesurer, de le suivre. Et donc, voilà, on va aussi dans le sens, bien sûr, d'une gestion intelligente pour pas finalement aboutir à une facture importante. Mais c'est vrai que la notion d'effet rebond est souvent quelque chose en tout cas d'intéressant à étudier vraiment de près, hein. Juste très rapidement, ça n'a rien à voir, mais typiquement... on mène actuellement des études sur le télétravail et on se pose des questions justement sur l'impact du télétravail sur les déplacements annexes. On a plus de temps, on se déplace plus. Donc voilà, l'effet rebond est quelque chose de crucial, oui, tout à fait. Oui, j'ai un camion qui consomme moins, donc finalement je peux le charger un peu moins, vu que de toute façon mon budget sera égal. Enfin, si j'illustre caricaturalement, ça peut être ça l'effet rebond. Michel Corso, directeur Supply Chain France du groupe Bell. Réduire le gâchis alimentaire, ça fait aussi partie de la réflexion. In fine, de la nourriture, c'est jamais que de l'énergie concentrée. Et de la nourriture gâchée, c'est de l'énergie perdue si on ne prend que cet indicateur et du CO2 gaspillé. Je n'ai pas de slide. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc Michel Corso, donc je suis directeur projet au groupe Bell et également président du club Déméter. Et la notion de gaspillage dont Frédéric parlait, c'est un sujet que nous avons travaillé au sein du club Déméter. Donc, je n'ai pas de slide, donc je vais juste la faire en direct. Le club Déméter, c'est une association d'une trentaine d'entreprises, hein, qui comprend des industriels, des distributeurs, des prestataires logistiques, des institutions publiques. Et nous réfléchissons ensemble et nous travaillons sur tous les projets qui viennent d'être évoqués. C'est le CO2, c'est le gaspillage alimentaire, c'est la pénibilité, c'est le transport alternatif, les nouvelles technologies, les innovations pour tout ce qui est nouveaux carburants, etc. Donc on a une palette extrêmement large. Le principe du club Déméter, c'est sur un sujet donné, et c'est le cas par exemple, ça a été le cas du gaspillage ou du transport alternatif, c'est de faire un pilote avec des distributeurs, avec des prestataires logistiques. Chez Déméter, on a une vraie philosophie, c'est le pragmatisme. Donc on fait un pilote, on se met autour de la table, c'est basé uniquement sur le volontariat, et si le pilote apporte des éléments positifs, s'il crée de la valeur, eh ben on se met en situation de pouvoir le déployer. Je vous donne deux exemples. L'exemple par exemple du gaspillage. On s'est mis autour de la table avec les prestataires logistiques, avec un distributeur, en particulier c'était Auchan, et sur lequel on s'est dit, bon aujourd'hui je te livre de la vache qui rit sur des magasins en flux tendu. Flux tendu et on livre tous les jours. Ça veut dire qu'il y a du stock nulle part. On garantit sur le produit 84 jours de date. Quand mon produit arrive en fin de DLUO, j'ai livré mon client 65 fois. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a du sens à mettre une DLUO sur ce type de produit? Et quand mon produit arrive en DLUO, comme on n'est pas dans du frais, on n'est pas dans du poisson, ce n'est pas une DGC, c'est une DLUO, mon produit il est encore consommable 1 an après. Et en plus, le consommateur consomme tout de suite. Exactement. Donc, du coup, je ne connais pas de consommateur qui achète une vache qui rit pour la consommer 4 mois après. Du coup, on se met tout un tas de contraintes, on détruit de la valeur et on n'apporte rien au consommateur. Donc, on a fait un pilote et ce pilote a donné de bons résultats puisque dans le cadre de ce pilote, on s'est rendu compte que de déverrouiller les dates, ça n'avait aucun impact. Dans certains cas, ça pouvait améliorer le taux de service, mais dans tous les cas de figure, on ne détruisait pas de la valeur et on en créait. Alors là, vous rejoignez complètement toutes les associations écolos de France et du monde qui veulent purement et simplement supprimer la DLUO.
Rappelez quand même que c'est les GMS qui ont instauré cette DLUO pour faciliter leur propre chaîne logistique de livraison. Alors, au départ, ça part de la GMS, parce que la GMS, il y a quelque temps, mais c'est plus valable aujourd'hui. Il y a quelque temps, on faisait pas mal d'achats spéculatifs parce qu'on jouait beaucoup sur la promo. Et donc, on avait besoin d'avoir une visibilité sur les dates pour savoir jusqu'à quelle quantité j'allais me charger pour pouvoir faire de la spéculation sur cette promo. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il n'y a plus de promo spéculative puisqu'on livre les plateformes et les magasins en flux tendu. Donc, il n'y a plus de stock dans les plateformes de distribution. Donc, cette histoire pour moi, n'a plus de sens. Mais les DLUO sont restés. Donc, après, vous avez aussi, il y a aussi le côté industriel qui, tous les départements qualité des industriels qui veulent une qualité encore plus qualitative que la plus grande qualité du monde. Et donc, au bout d'un moment, les arbres n'allant pas jusqu'au ciel, au bout d'un moment, on arrive à faire de la surqualité et qui finalement n'apporte pas grand-chose. Alors, où en sont les discussions? Qu'est-ce que vous répondent les GMS? Qu'est-ce que vous répondent les industriels qui veulent la qualité encore au-dessus de la qualité? On en est où? Alors, on en est au niveau industriel, on commence à avoir une vraie prise de conscience parce que, le coût du gaspillage commence à être élevé. 2, on est dans un contexte de crise économique où on ne peut pas imaginer, d'un côté, des consommateurs qui ne peuvent pas acheter nos produits et de l'autre côté, des tonnes et des tonnes qu'on détruit. Alors, non seulement on détruit la marchandise, mais on paye en plus pour détruire la marchandise. Donc, on est dans un schéma complètement schizophrène. Ouais, c'est à peu près 30% de la nourriture qui est jetée dans le monde. Et en France, ça représente 30 kilos par personne, je crois. C'est ça, 38 kilos par personne. 38 kilos. Et sur les dernières enquêtes, ils disaient que la moitié des produits alimentaires étaient détruits. Et 30%, je crois, n'étaient même pas déballés. Parce que dès lors qu'on met une date, après, il faut se mettre à la place du consommateur. Dès lors qu'on met une date sur un produit, le consommateur, s'il n'a pas fait agro, il ne sait pas qu'une DGC, c'est pour le saumon, une DLUO, c'est pour la boîte de petits pois. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'on soit dans un discours qui soit compréhensible pour tout le monde. Et là, on n'y est pas tout à fait. Donc voilà un des thèmes principaux, je dirais, du travail qu'on peut faire chez Demeter. Et donc le pilote continue, il va se développer avec d'autres enseignes et avec d'autres industriels. Donc là-dessus, on va essayer d'avancer pour essayer de partager toutes ces bonnes pratiques. Ensuite, ce qu'on a entendu tout à l'heure beaucoup, c'est le CO2. Donc le CO2, bien sûr, on y travaille tous. Donc le CO2, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question du nombre de kilomètres parcourus. Parce que le CO2, dans le transport, c'est le nombre de kilomètres parcourus qui va dégager les gaz à effet de serre. Donc ces gaz à effet de serre, il y a 1 an, 2 ans, on était très accro dessus parce qu'on avait un baril à $120. Aujourd'hui, avec un baril à $40, ça va commencer à reculer un peu. Mais les gaz à effet de serre, quel que soit le prix du baril, seront les mêmes. Je parle sous le couvert de mon collègue de l'ADEME, mais je pense qu'on ne dégage pas moins parce que le dollar est moins cher. Et puis, quel que soit le produit qu'on transporte, qu'on mette de la vache qui rit, du Chanel numéro 5 ou du Pull, qui est un fromage le plus cher, un des plus chers au monde, c'est un fromage serbe qui est fait au lait d'ânesse, qui vaut peut-être 1 000 € le kilo, ça ne changera rien. Les gaz à effet de serre seront les mêmes. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on déconnecte l'aspect très économique de l'aspect écologique. Parce que je pense que dans les décennies à venir, on sera tenu soit par la volonté, soit par les taxes, à réduire ces gaz à effet de serre, parce qu'il y a des engagements qui sont pris, qui devront être respectés, et quand on ne sera pas au rendez-vous, eh ben, on sera tenu d'en payer les conséquences. Et par exemple, au sein du Club Demeter, on travaille également sur la distribution, les livraisons de nuit, avec des certifications comme Certibruit, etc., pour ne pas gêner l'environnement, avec dans certains cas des camions électriques ou des camions au gaz. Il y a des pilotes qui sont faits dans des agglomérations, notamment sur Lyon, puis sur d'autres agglomérations. Là aussi, il faut qu'on se prépare aujourd'hui
Parce que demain, on va se retrouver avec des péages dans les villes, on va se retrouver avec des hubs en entrée de ville, et il faudra massifier, et il faudra revoir nos modèles. On pense qu'actuellement, Michel. la supply chain aujourd'hui, elle a été, depuis les 15 dernières années, extrêmement optimisée. Aujourd'hui, on va rentrer dans un schéma où il va falloir faire bouger les lignes et désoptimiser de façon la plus économique possible. Donc on n'est pas loin de la quadrature du cercle. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut réduire les kilomètres, on a des clients, distributeurs, qui nous demandent toujours plus de livraison. Ça a été de plus en plus sur les dernières années. Et aujourd'hui, on voit chez certains distributeurs, quand on discute, on se dit, mais est-ce que livrer tous les jours une vache qui rit qui va avoir la même date, ça a du sens? Et donc, on commence un peu à s'interroger et à regarder comment on peut bouger les lignes en restant dans des schémas économiques et en essayant d'assurer aux consommateurs quand même le service qu'il attend. Et pour finir, on a aussi un autre schéma logistique qui se profile à l'horizon, qui est le B2C, qui sont tout le e-commerce, et où on est en train de livrer le consommateur. Donc là, il va aussi falloir s'interroger sur la forme de supply chain qu'on va mettre en place pour livrer le B2C, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas équipé pour livrer le B2C. Et la livraison du B2C, c'est extrêmement contraignant et coûteux. Contraignant par le nombre de livraisons, coûteux par la faiblesse de chaque livraison. On ne va pas optimiser tous les camions. On parlait d'optimisation, et là, on n'optimisera pas tous les camions. Merci. Donc voilà. Si je vous comprends bien, on a pour l'instant réussi à optimiser pour réduire les émissions CO2, la consommation d'énergie à coût relativement modéré. Aujourd'hui, l'investissement va devenir trop important, à moins qu'il y ait un changement systémique, par exemple la remise en cause de la DLUO, par exemple la remise en cause de la politique de flux tendu. Exactement. Ou de flux tendu ou de fréquence de livraison. On peut considérer un flux tendu avec une fréquence de livraison moins importante. Et du coup, on aura des remplissages de camions plus importants. Parce que le dégagement de CO2, c'est le nombre de kilomètres parcourus, c'est comment je charge mon camion. Si je le charge bien, j'en mets moins sur les routes. Voilà, ce sont tous ces paramètres-là qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Merci. Philippe Mongeard. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a d'autres indicateurs. Vous proposez un tableau de bord d'indicateurs TK Blue. La présentation arrive. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. Quand je dis nous, parce que le thème de cet atelier, c'est initiative permettant d'établir des réponses logistiques durables. C'est exactement ce qui a mu European TK Blue Agency quand ça a été créé. Maintenant, il y a dans le concept 7-8 ans et dans les faits, il y a 4 ans. TK Blue Agency, je suis très content de passer en dernier. Ça m'évite ainsi de repasser sur une externalité négative que tout le monde connaît bien, le CO2, les gaz à effet de serre. Il est urgent que le transport génère moins de CO2 rapporté à la tonne transportée. Mais ce qui veut dire en clair que le transport générera de toute façon, parce qu'il augmente en volume, de plus en plus de CO2. Donc il y a urgence à attraper là où il sort le CO2 et réduire ses émissions. Mais le CO2 n'est pas un polluant. Le CO2, c'est extraordinairement dangereux, c'est extrêmement à prendre en compte parce que c'est climatologique. Nous, ce qui nous a intéressé chez TK Blue Agency, c'est de considérer le CO2 comme essentiel, mais comme l'ont dit les uns et les autres, le CO2, il apparaît naturel pour un transporteur d'en réduire ses émissions parce que ce faisant, il réduit sa consommation de carburant. Et la présentation étant arrivée, le transport est quelque chose qui est une véritable industrie. C'est une industrie qui est impressionnante par un certain nombre de données, qui sont les téramilliards de données que chacun connaît, les millions de colis, les millions de camions, les millions de ceci, des milliers de milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même une industrie qui pèse lourd, des centaines de milliards d'opérations, on parlait tout à l'heure du e-commerce qui va les accélérer, des centaines de milliards d'euros de coûts sociétaux, je reviendrai dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un coût sociétal? C'est le dégât fait à la société par le transport de marchandises. Des dizaines de milliards de tonnes CO2, donc il est temps de réagir, et surtout la complication, comment mettre tous ces gens d'accord? Il y a des millions d'opérateurs privés et publics sur ce marché industriel, et les intérêts ne sont pas forcément convergents. Alors, ce qui nous anime chez TK Blue, c'est les externalités négatives, les coûts sociétaux.
Vous le voyez à l'écran, 700 milliards d'euros par an sont brûlés en Europe en coûts de congestion, en coûts de particules, en coûts d'accidents, en coûts de changement climatique. Mais il est clair que le changement climatique, les gaz à effet de serre d'un point de vue économique, c'est pas ce qui vous embête quand vous êtes dans un embouteillage, c'est pas ce qui vous embête quand il y a un accident, c'est pas ce qui vous embête quand vous respirez des particules. Ce qui est le dégât sociétal, c'est l'ensemble des externalités négatives qui sont ce qu'on appellera le coût extrinsèque du transport. Il y a le coût intrinsèque du transport, celui que supporte le transporteur, le gasoil, le matériel, les équipements, les pneumatiques, l'huile, tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il refacture avec une petite marge à son chargeur. Et puis il y a le coût sociétal, ce qu'a dégagé ce camion pendant qu'il a circulé, ce train, ce bateau, cet avion, c'est-à-dire les particules, le bruit et la congestion. Ça coûte 700 milliards d'euros par an. Il serait peut-être temps de s'en occuper, et ce d'autant que c'est intéressant pour tout le monde de les réduire, ces externalités négatives. Parce que comment fait-on pour réduire des externalités négatives? On prend des meilleurs matériels, tout neufs, Euro 6, qui fait quasiment pas de particules. On prend des super équipements de géolocalisation, de gestion, programmation d'itinéraires, et on prend des conducteurs formés. C'est super bien. Mais là où c'est super bien, c'est qu'on retombe sur notre équation économique, qui est pour les chargeurs très simple, je veux que mes livraisons soient à l'heure. Et pour que mes livraisons soient à l'heure, en sécurité, en sérénité, en fiabilité, je voudrais que mes transporteurs aient des bons camions, avec des bons équipements et des bons conducteurs. Et puis il y a celui qui fait les calculs, les coûts, qui se dit, moi j'aimerais bien que mon transport me coûte de moins en moins cher, et pour ce, il me faut des bons matériels qui consomment moins, il me faut des bons équipements qui réduisent les kilomètres inutiles, qui réduisent les accidents, qui réduisent les embouteillages, et puis des bons conducteurs. Donc on a appelé ça le triptyque magique du transport. Et on s'est dit, là on tient la clé. Comment va-t-on mettre d'accord des millions et des millions d'opérateurs, chargeurs, transporteurs, donneurs d'ordre? Simplement, avec un mot qui les intéresse tous, gagner de l'argent. Et en gagnant de l'argent, on gagne de la performance, et en gagnant de l'argent, on réduit l'importance des externalités négatives. La qualité de la chaîne de transport, j'appelle souvent ça le transport, la boîte noire de la supply chain, est essentielle. On imagine bien les chocolats livrés à Pâques, les écrans placements livrés après une Coupe du Monde de football. Il faut que la marchandise soit livrée en temps et en heure, ce qu'on appelle la qualité. L'équation deuxième pour les grandes entreprises, et même les moyennes, et même les petites, celles qui ont du cœur, on va dire, c'est aussi de réduire l'impact environnemental et sociétal qu'ils peuvent afficher à leurs collaborateurs, à leurs actionnaires, à leurs autorités. Et puis, il y a quelque chose qui nous arrange, c'est que ce monde devient de plus en plus réglementé, réglementaire. On a en France cette magnifique loi sur les obligations de reporting d'émissions de CO2 des transporteurs aux donneurs d'ordre. Encore faut-il correctement les mesurer. On a d'autres lois qui suivent la loi de transition énergétique qui va étendre ces dispositions de CO2 aux gaz à effet de serre, qui va tôt ou tard les étendre aux particules. Et puis, il y a cette réglementation qui voudrait qu'on arrête de travailler n'importe comment dans le transport, notamment routier. Donc, surveillance accrue des obligations réglementaires qui sont imposées aux transporteurs et qui les défendent. Des obligations sociales, des obligations de sécurité, des obligations de maintenance. Donc, l'offre T-Câbleo aujourd'hui, qui était au départ une belle initiative environnementale et sociétale, du genre on va quand même sauver la planète tous ensemble, est devenue une très belle affaire pour tout le monde. Elle est devenue pour les chargeurs un moyen, un indicateur fiable qui leur permet de trouver à tout coup les meilleurs transporteurs, meilleurs matériels, meilleurs équipements, meilleurs conducteurs. Elle va permettre aux grandes compagnies de transport de faire enfin valoir la qualité sur un indicateur défendu par un tiers de confiance. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le transport depuis 30 ans? On ne parle que de prix et de délai. C'est quand même extraordinaire. Alors que la qualité est essentielle pour le transport. Donc, cette affaire d'indicateur global de la performance, de la qualité de la supply chain est essentiellement liée à la qualité de son transport, qui était l'enfant un petit peu abandonné. Et puis, troisième élément en termes d'offres, l'agence, c'est une œuvre collaborative. Il y a un peu plus de 70 personnes dans sa gouvernance. Il y a un conseil scientifique qui donne les règles du jeu, un conseil d'orientation qui donne les orientations, conseil d'orientation qui est présidé par le président de l'AUTF à titre personnel, mais qui est là. L'ensemble des opérateurs sont autour de la table. Et d'une manière générale, l'objectif pour nous a été de sortir de cette politique tenue depuis des années qu'on appelle l'engagement à faire mieux, l'engagement à faire moins de CO2, l'engagement à faire plus propre que l'autre. L'engagement, ça ne peut pas suffire dans cette société égoïste. Il faut mesurer et comparer. Si je prends un exemple toujours trivial, si je dis à mon épouse que je prends l'engagement de maigrir, la seule personne qu'elle va croire, c'est la balance. Donc il faut savoir mesurer les externalités négatives du transport, mesurer correctement le CO2 par exemple. C'est essentiel. Vous avez aujourd'hui
possibilité de calculer le CO2 de façon très simple avec du livre 1. Merci l'ADEME d'avoir fait ces réglementations. Mais pour ceux qui sont performants, il est important de les mesurer de façon plus fine avec la réalité de leur consommation, de leur kilométrage. Et ceci nécessite des calculateurs sophistiqués. Nous les avons mis à disposition de l'ensemble des professionnels. Deuxième élément, rendre compte à la société de son engagement éco-responsable, c'est extrêmement intéressant, j'en finirai là-dessus. Mesurer combien j'ai coûté à la société, moi Carrefour, moi Auchan, moi Procter & Gamble, sur mes externalités négatives, ça me permet l'année suivante de dire cette année j'ai coûté 222 347 217 € à la société par mes flux de transport, parce que ce sont ces chiffres-là. Et cette année, je ne coûte que 182 443 500 machin, ce que vous voulez. Donc je peux démontrer à mes actionnaires, à mes partenaires, aux autorités, à tout le monde que j'ai fait un progrès pour la société. Et qu'est-ce que ça veut dire la RSE? Ça veut dire, fais-je des progrès pour la société? Suis-je maître de mon empreinte environnementale globale? Suis-je réellement inséré dans l'écosystème? Vais-je rendre la maison dans le même état qu'on me l'a donné quand je suis arrivé? C'est ça la RSE. Donc TK Blue, c'est simplement un nouveau paradigme. On mesure tout et complètement et précisément avec un tiers de confiance. Voici. Merci. Et vous n'êtes pas si gros, ce n'est pas la peine d'aller sur la balance. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je sursois mes questions pour vous donner la parole 10 minutes avant de démarrer les ateliers. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Ou faut-il que je circule avec le micro? Oui, je pense que je vais devoir circuler avec le micro. La première question est toujours la plus difficile. Il suffit de lever la main, mais c'est compliqué. Et ensuite, une forêt de bras se lève en général. Et là, ça devient difficile à gérer. Mesdames, messieurs, vous êtes là. Oui, là-bas. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, donc Cyril Dupouille, responsable transport Rip Curl. Par rapport à TK Blue, combien d'entreprises adhèrent et qu'est-ce qui fait votre légitimité aujourd'hui? J'ai pas bien saisi, je crois. Alors, deux questions de réponse très vite. En termes d'utilisateurs, aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 entreprises de transport. En termes de chargeurs, on va dépasser la cinquantaine ce mois-ci. Et quand je parle de chargeurs, je parle de Sanofi, je parle de Carrefour, je parle de Leroy Merlin, je parle de gros chargeurs. Récemment, on a reçu l'engagement de Nestlé, etc. Ça veut dire qu'on est légitimé d'un point de vue commercial marché. Mais pourquoi? Parce qu'en amont, TK Blue est un projet qui remonte à 8 ans, qui est bâti sur des éléments rationnels, ouverts, transparents. Aujourd'hui, les 15 membres de notre conseil scientifique sont des professeurs, des experts, qui sont absolument pas liés ni en salaire ni en capital à notre entreprise. C'est Polytechnique Lausanne, c'est Polytechnique Turin, c'est l'Université d'Anvers, c'est Karlsruhe, c'est Vienne, c'est Édimbourg. C'est évidemment en France l'école des mines, le LET et l'IFSTAR, plus des amis du conseil général, du conseil du CGEDD, du développement durable, énergie et développement durable. La légitimité, c'est que la totalité de nos travaux s'appuie en ce qui concerne les externalités négatives sur l'ensemble des rapports européens mis à jour tous les ans concernant les coûts. C'est pas moi qui ai inventé les 700 milliards. C'est pas moi qui les ai décomposés par mode, par externalité. C'est un travail de ce 15 scientifiques appuyés par 6 permanentes chez nous, travaillent toute l'année. La légitimité qui est la nôtre sur le CO2, c'est qu'à ce jour, nous soyons les seuls à mettre à disposition gratuitement des transporteurs un calculateur CO2 qui est certifié conforme à la loi, au décret 1336 par Bureau Veritas, et à ce jour toujours le seul, je le regrette. La légitimité, c'est que l'ensemble de nos clients, petit nombre au début, 1, puis 2, puis 3, ont tous renouvelé et sont nos meilleurs ambassadeurs. Et puis ici, sur le salon, vous avez une bonne moitié des très grands opérateurs de transport, je ne vais pas tous les nommer, qui ont jugé, pesé, sous-pesé et qui sont convaincus. Et puis notre légitimité, elle nous fait très, très plaisir, parce qu'aujourd'hui, ce sont des accords avec des Américains comme GT Nexus qui ont repris notre système, des Hollandais comme WKTS, des clients belges comme Beckerts, et d'une manière générale, l'ensemble des gens qui s'intéressent sérieusement à mesurer le coût sociétal du transport sont tous chez TK Blue. Et tous ceux qui ont des mots à dire, et il y en a beaucoup, ou des écrits contestant la méthodologie ou demandant plus d'explications, sont toujours bienvenus, parce que je le rappelle, notre méthodologie est transparente, elle est en ligne, chacun peut la vérifier et la contrôler, et chacun peut la critiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 50 personnes au conseil d'orientation, demandez-leur, il y en a dans la salle, ils se réunissent tous les 3 mois, et tout ce qui est dit est pris en compte et corrigé. Merci. Une autre question? Monsieur, bonjour. Bonjour, François Marandé, ministère de l'Équipement. C'est simplement une question aussi de précision pour TK Blue. Tous les modes de transport
sont intégrés ou pas dans l'évaluation. C'est-à-dire, il y a le routier, le ferroviaire, le maritime, etc. Est-ce que tous ces modes de transport ont la même méthode un peu de calcul? Quel que soit... courte, Philippe. Ouais, quel que soit le mode de transport, il fonctionne globalement avec un moteur à explosion pour la partie thermodynamique, donc les externalités se calculent d'eux. Ensuite, ils utilisent une des 3 ou 4 énergies disponibles, le gasoil, l'électricité, le gaz, donc pareil, il y a les coefficients physiques. Et puis les coûts sociétaux de congestion, bruit, particules sont les mêmes pour tout le monde, un camion, une camionnette, etc. Y interfèrent de façon différente et différenciée. Mais pour donner un exemple simple, les coûts de congestion du train et du fluvial sont nuls par rapport aux coûts de congestion de la route. Mais tout le monde est noté, tout le monde est labellisé, quoi, les 5 modes. Et bon, et notre aboutissement, c'est d'avoir réussi pour le e-commerce à régler les problèmes de calcul, c'est pas simple, et pour le transport combiné, 3 ou 4 modes à la fois de calculer aussi, et ce au niveau international, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, une petite troisième. Je suis frustré de questions depuis tout à l'heure où je n'ai pas pu faire parler ma salle. Non? Ah, mademoiselle, madame, bonjour. Bonjour, donc moi c'est Marie Borin, c'est la société TWF. Je m'intéresse à Nordéon. Donc, du coup, ces super volets permettent donc de diminuer notre consommation de CO2 au général. Mais moi j'ai une question sur la conceptualisation même du produit. Comment le produit a pu être fait, justement, comment on a fait pour le faire venir, quelles extractions on a dû faire. Et une fois que le produit a été utilisé, donc on a réduit notre impact en CO2 pendant son utilisation, mais au moment de la destruction du produit, puisqu'à un moment donné il va mourir, est-ce qu'on peut considérer qu'il va devenir un nutriment technique pour le sol, ou est-ce qu'on peut le recycler de façon optimale? Et donc comment a été conceptualisé le produit de sa naissance à sa mort? Là, vous parlez de la LED par rapport aux produits conventionnels, hein, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. L'empreinte écologique totale du berceau. Oui. Alors, en fait, si vous voulez, les produits LED sont des semi-conducteurs. Donc, c'est un produit dans son ensemble qui est en fait de l'électronique. Ça se rapproche beaucoup plus de la télévision moderne que de la lampe ancienne. Donc la lampe ancienne, si vous voulez, c'était du verre avec du tungstène, donc des métaux complexes qui ne pouvaient pas être récupérés non plus. On a toujours récupéré le verre. Ensuite, il y avait des métaux, hein, par exemple les tubes qui sont au-dessus de vous. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai calculé que vu le nombre de tubes qu'il y a là, on doit avoir une consommation moyenne annuelle d'environ 1 million d'euros. Et que si on met des LED à la place, on peut diviser par 2. Ça fait beaucoup d'argent. Mais ça fait aussi pas mal d'investissement. Et donc, du coup, dans la reconversion de ces produits, il y a un certain nombre de filières. Tout ce qui est électronique est démonté. C'est vrai que quand c'est miniaturisé, c'est compliqué de le démonter, je l'avoue. Pour ce qui concerne les LED en elles-mêmes sont des semi-conducteurs, donc ça s'apparente à tout ce qui est produit électronique, que ce soit condensateur ou autre système électronique. Et donc, ça appartient à la filière de recyclage de tout ce qui est radio, télévision, etc. Voilà. Après, il n'y a pas... c'est vrai que les gens se posent la question, est-ce qu'il y a plus de destruction, est-ce qu'il y a plus d'énergie mise dans la destruction des produits LED par rapport à l'ancienne technologie? Bon, a priori, aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que les produits LED continuent à évoluer. C'est-à-dire que quand on compare les produits LED d'aujourd'hui à ceux d'il y a 4 ans, le contenu en termes de quantité de matière a été divisé par 2 ou 3. Donc ça continue à être miniaturisé. Mais c'est vrai que d'une façon générale, on arrive quand même à séparer les éléments techniques qui peuvent être recyclés après. Après, bien entendu, il y a, vous savez, par exemple, dans un tube en verre qui va remplacer ce qui est en haut, là, c'est un tube qui va contenir des LED, mais il y a aussi du verre. Donc ce verre va être recyclé, il n'y a strictement aucun problème parce que ça c'est facile. Pour ce qui est un composant électronique qui est tout petit, j'avoue que c'est compliqué. Merci. Merci à tous. On va démarrer les ateliers. Merci à vous 6. Et premier atelier dans 2-3 minutes, une petite pause de 2-3 minutes, avec 3 exemples. 3 ateliers, 3 exemples d'optimisation énergétique. À tout de suite.